will you ever get by? Will you listen to things I say? Come on! Royal FM 88.4, la radio des auditeurs. Oh, it's a long way down. Royal FM 88.4. Vous êtes sur Royal FM 88.4, la radio des auditeurs. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Bienvenue. Pour cette édition, nous parlerons de la langue française. Donc, non pas d'histoire romancée, pas de poésie, encore moins de théâtre. Il y a une affirmation très populaire qui dit la chose suivante. La langue française est élastique et chacun tire de son côté, au risque de porter atteinte au standard de cet outil linguistique. Le niveau de maîtrise plutôt bas de la langue a atteint la cote d'alerte. Et cela préoccupe à plus d'un titre. Dans la lancée actuelle, il risquerait d'avoir interférence au bruit, sinon difficulté d'échange entre locuteurs, pourtant nombreux à travers l'Afrique et le monde. Dans ce grand ensemble francophone, il faut remettre la balle au centre et rappeler, sinon énoncer quelques subtilités usuelles d'usage de la langue. Le français a ses codes et ses règles qu'il faut appliquer pour être sûr de la parler correctement, sans en blesser les sensibilités. L'auteur du soir nous met à l'abri à travers un travail qui véritablement relève des questions de confusion propagées aussi bien dans les médias qu'à travers les usages dans de simples conversations. Comme vous l'écouterez, la rencontre entre langue locale et langue française a eu un impact non négligeable, d'où la naissance des spécificités d'usage et d'assimilation de certaines expressions et la création, comme conséquence, de certains néologismes. On parle tout naturellement de français belge, de français de France ou celui du Cameroun. Le peu d'instruction a son lot de responsabilités. L'usage des abréviations aussi, avec des signes, messieurs et dames. Installez-vous, l'échange avec l'auteur s'annonce d'intérêt capital. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. C'est parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite.
avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Notre français, ses erreurs s'est répandu au quotidien est le titre du corpus soumis à l'examen de la réflexion de ce soir. Il s'agit du volume premier de cet outil didactique préparé, confectionné et présenté par Joséphine Léontine Massila. L'auteur du soir, du point de vue de son travail et d'une grande rigueur, philanthrope, elle souhaite redonner à la langue française son intégrité d'usage et ses lettres de noblesse. À travers la revue de quelques canons référentiels, certainement pédagogue, elle propose un texte utile aussi bien aux élèves, aux étudiants, aux travailleurs, aux francophones et francophiles. Nous apprendrons certainement beaucoup d'elle, le temps d'une 50aine de minutes d'entretien. Le point littéraire, l'entretien. Allons à la rencontre de l'invité du soir, Joséphine Léontine Massila. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques et merci. C'est un plaisir de vous accueillir pour nous parler de votre ouvrage. Alors, aujourd'hui, vous avez mis à la disposition du grand public ce corpus, Notre français, ses erreurs si répandues au quotidien. Globalement, ça vous a pris combien de temps pour pouvoir peaufiner un tel travail? Je ne peux pas dire combien de temps. Tout ce que je sais, c'est que depuis que je suis sur le terrain et que j'enseigne, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à faire en langue parce que, étant enseignante de langue, c'est tous les jours que je rencontre les erreurs et les fautes des élèves. Et surtout, en tant qu'enseignant de langue française et de langue anglaise, oui, il y a des choses qui deviennent très claires lorsqu'on note, on corrige des copies, lorsqu'on échange avec les élèves. Disons donc que c'est depuis que j'enseigne en 1983 que j'ai accumulé ce matériau. Depuis 1983, vous êtes sur le terrain? Je suis sortie de l'école normale supérieure en 1983. De Yaoundé? Oui, de Yaoundé. Oui. Plusieurs années après, vous avez pris du recul, vous avez regardé la récurrence d'un certain nombre de fautes. Ça se ressemblait décidément, presque tous les élèves font les mêmes fautes? Non, pas les mêmes, mais disons que chaque communauté linguistique a des fautes récurrentes. Ceci relève de la langue la première langue, oui, la langue maternelle que l'élève a apprise, et c'est ça qui, très souvent, c'est ça qui influence. Mais bon, il y a quand même des fautes vraiment ou des erreurs générales à toute la communauté camerounaise. Vous nous avez révélé que vous êtes à la retraite depuis quelques années. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans aujourd'hui. Oui, oui. Et on continue à travailler sur la langue française. Votre langue, vous êtes francophile, décidément vous aimez la langue française. J'aime toutes les langues. J'aime les langues au point où la première langue que j'aime, c'est ma langue maternelle. Oui. Et je me suis rendu compte, parce que j'ai grandi dans un environnement linguistique assez complexe, parce que je sors de l'océan, et vous savez que dans l'océan, il y a au moins 10 à 13 langues nationales. Ça fait que j'ai grandi avec ma langue maternelle et d'autres langues au quotidien. Et je me suis rendu compte que j'étais toujours intéressée par les autres langues, et que, en même temps que je parlais ma langue maternelle et que je la comprenais, j'admirais les autres langues. Donc, c'est pas seulement le français. Et quand je suis arrivée en 6e, contact avec l'anglais, j'étais émerveillée. Je dis, mais quelle belle langue. Oui. Donc, en réalité, je suis amoureuse des langues. Alors, 17 langues parlées dans une localité, est-ce que cela n'influence pas la qualité de la langue française? Est-ce que le fait d'apprendre d'abord les langues locales ou les langues nationales n'affecte pas l'apprentissage lorsqu'on arrive à l'école? Non, bien évidemment, les interférences linguistiques, c'est établi en linguistique. Donc, il est impossible d'avoir une langue et de passer à la 2e, à la 3e, à la 4e sans qu'il y ait des interférences. C'est un phénomène tout à fait normal. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience, de prendre conscience du fait que cette langue que je parle, si elle n'a pas les mêmes structures, le même lexique que l'autre,
lorsque je parle, je dois faire très attention. Alors lorsque j'écris, je dois faire attention. Qu'en réalité, c'est cet exercice de prise de conscience et d'éveil qui est important lorsqu'on est en train d'acquérir ou d'apprendre une deuxième, troisième, une quatrième langue. Dans les interférences, d'abord avec les langues, la première langue qu'on parle, et un peu plus tard aussi les parents, l'environnement, cela peut influencer le jeune apprenant de langue française à l'école. Bon, ça influence toujours. Oui. C'est ça, ça influence toujours. Oui. C'est même pour cela que nous avons un niveau de langue très bas aujourd'hui, parce que nous, par exemple, les Franco, nous avons un point complexe. On voit des parents qui ne sont pas allés à l'école ou qui ont un niveau scolaire approximatif, qui ne parlent pas leur langue maternelle aux enfants, qui parlent directement le mauvais français, si je mets ça entre guillemets. Oui. Vous vous rendez compte que nous qui avons commencé par nos langues maternelles et qui, de la langue maternelle au français, on a l'impression qu'on parle mieux que ceux qui commencent à parler le français du quartier, qui arrivent en classe avec des structures, des mauvaises structures déjà cristallisées. Ça devient presque impossible pour l'enseignant de les changer. Donc à la maison, on devrait davantage parler les langues... C'est l'idéal, c'est l'idéal. La langue est une richesse. Et quand on a une langue, une personne qui a 2, 3 langues, même du point de vue intellectuel, même du point de vue mental, c'est-à-dire son cerveau est plus développé qu'une personne qui ne connaît qu'une langue. Sans oublier le fait qu'avec les langues, on accède à d'autres cultures. Et c'est à travers les d'autres cultures qu'on s'enrichit du point de vue de la vie, de la vision du monde, des attitudes, etc. etc. Et ça, cela veut dire que le fait que les langues maternelles, si on les appelle ainsi, ou nationales, tendent à disparaître, peut justifier le niveau bas de nos élèves dans les écoles? Non, ça ne justifie pas, ça explique, c'est l'un des facteurs, entre autres. Il y a plein de facteurs. S'il faut les analyser, ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais c'est l'un des facteurs, mais un facteur très important. Il n'y a pas que les élèves qui sont concernés par la pratique assez problématique de la langue française, même dans les médias, votre livre le révèle, on a des locuteurs qui n'ont pas la pleine maîtrise. C'est ça le drame, parce qu'il y a surtout 2 segments. Oui. Le segment des enseignants. Quand je dis enseignant, entre guillemets, parce que il suffit que quelqu'un soit recruté, soit se mette devant les élèves pour qu'on l'appelle enseignant, alors qu'il n'est jamais passé par une école professionnelle. Il ne connaît ni pédagogie, ni didactique, lui-même lui ou elle-même avec un niveau de langue approximatif, qui commence à enseigner. Il y a les enseignants et les médias, les hommes et les femmes de médias. Moi, je suis de la génération de la radio. Je me couche avec la radio, je me réveille avec la radio. Je regarde la télé. Les informations, c'est vraiment ma vie. Mais ce que je suis tous les jours, il y a vraiment, beaucoup à redire. Beaucoup à redire. Beaucoup à redire. C'est pas seulement les autres. Parfois même les invités. Les invités d'un niveau, on peut même pas soupçonner qu'ils soient capables de faire ce genre de fautes ou d'erreurs. Mais ça apparaît. Et c'est très récurrent, c'est ça le drame. Et on a l'impression qu'il n'y a pas d'observatoire. Personne pour corriger, pour progressivement diminuer la récurrence. Certains usages, ça devient commun. Tout le monde reprend à son compte un certain nombre de propos qui ne sont pas justes, ni corrects. Tout à fait. Aujourd'hui donc, véritablement, on dit que la maîtrise de la langue française ou la maîtrise d'une certaine langue passe nécessairement peut-être par le caractère inné. Il faut peut-être de manière innée avoir une maîtrise de la langue, ou alors on travaille au fur et à mesure. Non, là vous parlez de 2 choses différentes. Il y a des gens qui sont nés avec des prédispositions à la facilité à acquérir la langue. Tout à fait. Maintenant, quelle que soit la langue, parce que même nos langues maternelles, il y a des locuteurs éloquents. Il y a des gens, quand ils prennent la parole en Ewondo ou en Boulou ou en ils maîtrisent le sujet. Oui, ils maîtrisent le sujet. Et d'autres qui le font de manière appropriée. Il y a des gens qui sont nés avec ces aptitudes-là. Là, c'est au niveau du cerveau. Mais maintenant, quand on a déjà appris une langue et qu'on la parle, l'idéal serait de faire l'effort de toujours tendre vers l'excellence, de bien la parler, quelle que soit la langue, sans complexe, surtout avec beaucoup d'humilité. Parce que c'est ça le problème. Parfois, tout naturellement, vous essayez d'aider quelqu'un à corriger une faute ridicule. Ah, laisse-nous ça, la langue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le français élastique. Ah, ce n'est pas notre langue. Mais votre langue, est-ce que votre langue même vous la maîtrisez? Il y a des gens qui ne maîtrisent aucune langue. Langue maternelle, ils ne maîtrisent pas. Français ne maîtrise pas. L'anglais ne maîtrise pas. Ils sont comme ça dans la nature, approximatifs partout. Il y a que vous nous révélez ou relevez le fait que la langue française a beaucoup de locuteurs à travers le monde et qu'il faut s'arrimer aux standards de la langue française. Il y a certes des influences, des interférences à travers les langues nationales, mais il faut respecter les standards. Est-ce que vous avez l'impression, au regard du parler actuel, que les standards sont bousculés?
Oui, tout à fait. Les standards sont bousculés. Je voudrais préciser que l'idée, c'est de ne pas... Mon idée n'est pas d'amener les francophones ou les Camerounais à parler comme des locuteurs natifs. Oui. Non. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui acquiert ou apprend une langue ne peut pas être exactement comme le locuteur natif. Oui. Mais il y a un minimum, des formules de base telles que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui n'est pas de la même communauté linguistique que nous, oui, que la communication soit assez fluide. Parce qu'il y a des situations souvent embarrassantes où la communication ne passe pas du tout parce qu'il y a une mauvaise structure, il y a un mot qui n'est pas à sa place. Alors que du point de vue normatif, oui, c'est quelque chose qui devrait passer dès l'école primaire. Oui. Oui. Il faut dire qu'au niveau des structures, c'est très important. La position de chaque mot compte. Un mot après l'autre, ça peut changer considérablement le sens même de la phrase. Oui, vous avez des exemples là. Prenons par exemple, moi je fais un exemple simple. 8 Camerounais sur 10 vont vous parler de plat ou parler d'assiette. Oui. Rarement vous entendez un Camerounais dire il y a combien d'invités? 6 invités, mettez 6 assiettes. Moi, on dit 6 plats. Je ne sais pas si c'est parce que les assiettes sont plates, mais une assiette n'est pas. Je dis tout, quel que soit le niveau. On dit les plats. Non, ce sont des assiettes. Bon, maintenant, quand vous êtes, par exemple, hors du Cameroun et vous êtes là où les gens parlent la langue selon les normes, les gens ont dit apportez 6 assiettes. 6 plats, au lieu d'apporter, mais qu'est-ce qu'on fait avec des assiettes alors que nous voulons manger chacun dans son, des plats alors que chacun doit manger dans son assiette. Donc il y a souvent des incongruités comme ça qui parfois sont très embarrassantes. Alors pour cet ouvrage, c'est le volume 1, ça veut dire que il y a d'autres textes qui arrivent. Oh, énormément, il y en a énormément. C'est puisque ça se passe comment? Tous les jours, vous voyez comment je suis là. Partout où je vais, j'écoute la radio, j'ai toujours mon bloc-notes. Pour prendre je relève, j'écoute, je relève. Donc tout le corpus vient de ce qui est produit au quotidien par tout le monde, dans des taxis, par les médias, etc. Et ça veut dire que pour le volume 1, on a choisi les erreurs les plus importantes ou alors on a piqué au vif comme ça? Je ne pense pas qu'elles soient les plus importantes. Elles sont toutes importantes. C'est des erreurs, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la plupart des erreurs qui sont là, qui seront dans le volume 2, volume 3, volume 4, c'est des erreurs telles que si vous prenez un échantillon de 10 Camerounais, 7 ou 8 sur 10 vont faire cette erreur-là. Que ce soit dans ce volume ou les autres volumes, ça sera la même chose. Il y a quelques mots, du moins des mots qui se ressemblent. D'abord, connaître et savoir. L'usage n'est pas toujours la bonne en ce qui concerne bon nombre de Camerounais. Il faut absolument trouver le sens de chaque mot pour l'utiliser au bon moment, dans la bonne phrase, pour avoir effectivement ce qu'on recherche comme effet. Oui, entre connaître et savoir, le problème n'est pas tellement sémantique. Le sens est vraiment le même. Le problème, ça heurte l'oreille au niveau de la syntaxe, de la construction. Quand quelqu'un dit « je connais comment », ça fait vraiment mal à l'oreille. Parce que les conjonctions de subordination ne sont jamais précédées du verbe « connaître ». Donc, c'est vraiment la syntaxe, c'est pas le sens. Le sens, c'est bon, mais quand quelqu'un dit je sais, je connais... Je connais où tu vas. Je ne connais pas comment la Covid se transmet. Non, je ne sais pas comment. Donc là, il faut se dire, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas qui. Toutes les conjonctions là, c'est toujours avec le verbe savoir. Et le verbe connaître, je connais ton nom, je connais ta famille, je connais ton quartier. Plus non. Aussi simple que ça. Et cela ne veut pas dire que cela relève d'un certain apprentissage. Il faut absolument aller à l'école. Oui, mais la manière d'enseigner à l'école parfois ne fait pas ressortir ces petites nuances-là. Parfois parce que les personnes qui enseignent elles-mêmes ne sont pas à la hauteur de la tâche. Ou il n'y a peut-être pas beaucoup de temps pour entrer dans ces subtilités-là. Là, je ne crois pas que ce soit vraiment des subtilités, c'est la syntaxe de base. Vous avez été enseignante plusieurs années. Est-ce que les corpus qui sont proposés à l'école permettent effectivement de faire ce type de différence-là? Je crois que ça ne demande pas combien de secondes il vous a fallu pour comprendre ça. Dès qu'on met une petite structure simple, on fait deux exemples, on fait une pratique, c'est en 5-10 minutes. L'essentiel est de savoir déjà que l'enseignant lui-même soit conscient. Parce que ça, c'est l'un des objectifs, c'est qu'on prenne conscience du fait que
Si nous parlons comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc, c'est la prise de conscience. Oui. C'est une méthode assez précise que vous utilisez, une méthodologie parfaite. D'abord un exemple pour dire ce qu'il ne faut absolument pas faire et donner le bon exemple un peu plus tard et justifier le modèle type avec... Pour expliquer. Oui. Parce que je justifie souvent en me référant à la culture ou aux langues maternelles. Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de connaître et savoir. Pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté? Par exemple, quelqu'un qui parle seulement pidgin ou qui parle anglais. En anglais ou en pidgin, il n'y a qu'un seul mot pour dire connaître ou savoir. Oui. Donc, dans nos langues, il n'y a qu'un seul mot pour dire la même chose. À partir du moment où à la première langue, on a un seul mot. Alors qu'en français, il faut apprendre l'un ou l'autre. Il y a une petite difficulté. Il y a une petite difficulté. Au niveau du choix. Au niveau du choix. Mais le choix est vite fait parce que lorsqu'on grandit, lorsqu'on acquiert la langue, on commence par prendre connaissance des choses physiques, virtuelles qu'on touche, visibles. Est-ce que tu connais tonton tel? Voilà. C'est l'usage banal dans les maisons. Oui, oui. Tu connais maman tel. Donc, à partir du moment où c'est surtout le verbe connaître qu'on apprend dès l'enfance, quand il faut aller à savoir jouer, c'est déjà au niveau de l'école. Oui. Mais à ce moment-là, distinguer, connaître, de savoir. Si l'enseignant lui-même n'est pas conscient du fait que du point de vue de la syntaxe, il faut différencier les deux. L'enseignant aussi va embarquer les enfants. Et vraiment, je vous mets au défi de, à partir d'aujourd'hui, écouter à la radio, à la télé, écouter les enseignants. Je ne connais pas comment la Covid-19 se transmet. Et c'est vrai que c'est utilisé comme ça dans plusieurs endroits. Vous l'avez si bien dit, dans des écoles de formation et tout. Il y a un autre exemple. Congés et vacances. Oui. Congés et vacances. Beaucoup de personnes se disent, il s'agit davantage du nombre de jours. Si c'est peu de jours de liberté pour les enfants, il s'agit des congés. Parce que le mot lui-même est court. Oui. Et lorsqu'il s'agit de beaucoup de jours, là on parle de grandes vacances. Alors que la différence ne se fait pas au niveau du nombre de jours. Absolument pas. Ça n'a rien à voir avec le nombre de jours. Oui. Pas du tout. Oui. Donc aujourd'hui, il ne faut plus dire congé pour parler de la période de Noël. Les congés de Noël, ça n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Et ceci frappe parce que c'est surtout, les médias en parlent. Quand c'est la rentrée, quand c'est les vacances, tout le monde dit les élèves vont aller en congé de Noël, congé de Pâques, les congés de Noël sont finis, etc. etc. Oui. Mais quand on prend le sens de congé, vous travaillez, vous prenez votre congé annuel, c'est votre patron qui vous met en congé, qui vous donne votre congé. Dans le mot congé, on ne peut pas en parler à la télé ou à la radio parce que c'est privé, c'est votre vie. Oui. Mais ce qui nous concerne tous, les enseignants, les parents, c'est les vacances. Même si c'est 2 jours, c'est les vacances d'automne, c'est les vacances d'hiver. D'hiver, oui, d'été. Oui, bon, c'est les vacances d'été, c'est les vacances de Noël, c'est le fait d'interrompre les activités scolaires, les enfants et les enseignants vont en vacances. Oui. Alors que lorsque votre épouse donne naissance à un enfant, c'est un congé de paternité. Voilà. C'est donc personnel. Et si elle-même travaille, elle prend son congé de maternité. On n'en parlera jamais à la télé ou à la radio. Donc à la radio, on ne doit entendre parler que des vacances de Noël, de vacances de Pâques, de grandes vacances, pas de congés. Et pourtant, dans des reportages, on entend régulièrement les enfants sont rentrés des congés de Noël. Toujours. C'est pas tout à fait correct. Alors, c'est assez complexe aujourd'hui de faire cette différence à travers les mots. Alors, est-ce que c'est véritablement primordial aujourd'hui de réévaluer l'enseignement dans les écoles, de réévaluer la pratique en général de la langue française? Ce n'est pas seulement pour la langue française. Tout dans la vie, tout ce qu'on fait doit être évalué. On doit se remettre en question parce que tout évolue. Oui. L'environnement évolue, les technologies évoluent, tout évolue. Tout doit être mis dans une perspective d'évolution. Oui. Et à ce moment-là, on ne peut pas évoluer si on ne prend pas de temps d'arrêt pour se remettre en question, pour voir ce qui est bien fait, ce qui n'est pas bien fait et ce qui doit être corrigé. Ce n'est pas spécifique à la langue ou à l'enseignement. C'est tous les aspects de la vie, je crois. Aujourd'hui, la langue française connaît beaucoup de variances. En Côte d'Ivoire, il y a un français qui est parlé et approprié. Au Cameroun, c'est pareil. Est-ce que la langue française n'est définitivement pas trop perméable? C'est pas seulement la langue française.
Toutes les langues sont... C'est la nature même, c'est la nature même de la langue. La nature est essentiellement dynamique, essentiellement réceptive, essentiellement ouverte. Ce qui est important, c'est que la personne qui utilise une langue, qu'elle sache que si je suis au Cameroun, si je parle comme ça, on va me comprendre. Une fois que je sors du Cameroun, je dois faire un peu plus attention pour pouvoir communiquer avec les autres, pour ne pas les embarrasser, pour ne pas être embarrassé tout simplement. C'est à cette prise de conscience que ce livret appelle. Oui. On va aborder d'autres aspects. On va prendre dans quelques minutes l'arrêt pour le classique littéraire. On va terminer peut-être pour cette première partie avec Quitter 2 et Quitter. Parce que véritablement, je suis parti de la maison, non, mais j'ai quitté la maison à 10 heures. Généralement, c'est l'usage utilisé. La phrase n'est pas correcte. Pas du tout. Mais 8 Camerounais sur 10, quel que soit le niveau, disent « Je suis quitté de la maison. Je suis quitté du travail. » C'est pas correct. Parce que quitter, c'est un verbe transitif direct. On quitte un endroit, on quitte une personne. J'ai quitté mon époux parce qu'il était violent. J'ai quitté la maison à 6 heures parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Mais lorsqu'on dit je suis quitté, il y a déjà 2 erreurs. Utiliser l'auxiliaire avoir, être. Alors que quitter ne fait pas partie de la liste de verbes où on utilise l'auxiliaire être. C'est première erreur. Deuxième maintenant. Seconde erreur, c'est d'ajouter 2. Donc, mais là, comment est-ce qu'on explique ça? C'est un glissement sémantique. Donc, parce qu'on dit je suis parti de et j'ai quitté, c'est le même sens. Et à partir du sens, on glisse vers la syntaxe et on copie, on colle la syntaxe de partir de à quitter et ça ne donne, ce n'est plus correct. Il y a des mots comme ça qu'il faut reviser. J'ai quitté la maison. Voilà. J'ai quitté le bus, notre bus a quitté Douala à 10 heures. Et davantage, lorsqu'on part d'un endroit A pour un endroit B. Oui, donc on quitte l'endroit A, comme on quitte aussi une personne A. On ne saurait dire lorsqu'on était avec la personne qu'on a quitté. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si on est avec quelqu'un, je reviens... Non, ça c'est nos langues que nous parlons. Oui. On est avec quelqu'un et pendant qu'on est en train de partir, on dit j'arrive. J'arrive. Alors qu'on était avec la personne. On est avec la personne, on dit j'arrive. Là, c'est vraiment, on transpose nos langues. C'est on va dire, des ajouts de la langue locale au français. La transposition en quelque sorte. L'interférence. L'interférence. Parce qu'on devrait dire, je reviens tout de suite ou alors je ne mettrai pas long. Ça montre que je suis en train de partir, mais je vais revenir. Mais on ne peut pas être... Quand on dit j'arrive, il est de l'autre côté, je vais lui dire j'arrive, ça veut dire je vais vers lui. Mais on ne peut pas être avec quelqu'un alors qu'on est en train de partir, on dit à cette personne j'arrive. Ça n'a pas de sens. Alors, pour celui qui nous écoute et qui se dit la langue française est décidément très compliquée, est-ce que c'est vrai? Toutes les langues sont compliquées d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce qu'on veut incriminer seulement la langue? C'est vrai que l'anglais est un peu plus facile. Même ça dépend des aspects. Parce qu'il y a aussi des aspects en anglais qui vraiment, c'est pas évident de savoir quand il faut pas utiliser l'article, quel est quelle préposition il faut utiliser et quelle prononciation, comment la même syllabe a une prononciation différente. Toutes les langues ont leur niveau et leur place de difficulté. C'est pas, il n'y a pas de langue totalement facile. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais il y a toujours des points de difficulté. Mais c'est pour cela que les enseignants sont là. C'est pour cela que nous capitalisons ces difficultés. C'est pour attirer l'attention et faire prendre conscience du fait que voici comment on peut corriger telle ou telle chose. Mesdames et messieurs, nous revenons dans un moment. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Franck Fanon a publié Les Damnés de la Terre quelques jours avant sa mort aux éditions Maspero en 1961. C'est un essai analytique traduit en 15 langues pour 311 pages.
L'ouvrage se penche sur le colonialisme, l'aliénation du colonisé et les guerres de libération, entre autres. Annie-Lisette Ambassa, bonsoir. Eh bien, Jean-Jacques Foucault, bonsoir et bonsoir à vos nombreux auditeurs. Disons déjà que ce livre, Les Damnés de la Terre, est le point d'orgue de la carrière littéraire de Fanon, qu'il a écrit alors qu'il s'avait condamné par la leucémie. Frantz Fanon est mort au moment de sa publication, vous l'avez dit. En vertu de la loi sur les droits d'auteur, le livre est librement distribué au Canada depuis le 6 décembre 2011, 50 ans exactement après sa mort. Les Damnés de la Terre étudient le rôle que joue la violence entre colonisateurs et colonisés. Il prône la lutte anticolonialiste, y compris par la violence et l'émancipation du tiers-monde. Le livre expose aussi, avec une certaine prémonition, les contradictions inhérentes à l'exercice du pouvoir dans l'ère postcoloniale en Afrique. C'est pour cela que Fanon est également connu pour le regard prospectiviste qu'il porte à l'égard de l'État-nation postcolonial africain. Écrit en pleine guerre d'Algérie, interdit à sa sortie en France, il a servi de référence à des mouvements de libération anticoloniale et d'autodétermination. Ce livre est également célèbre pour sa préface écrite par Jean-Paul Sartre. Parlant de la violence, dans ce livre, il existe une complicité objective du capitalisme avec les forces violentes qui éclatent dans le territoire colonial. En effet, l'essence du colonialisme est violent et vise à chosifier les colonisés et à les exploiter. Ainsi, après quelques étapes où les colons libéraux se drapent d'humanisme et les colonisés bourgeois essayent de trouver des compromis, la violence des colonisés surgit de manière inéluctable et inflige de cinglantes défaites aux colonisateurs à l'image de Dien Bien Phu. La violence atmosphérique est bien connue du colonisé qui n'est donc pas inquiet d'employer la violence. De même, en politique internationale, il ne prend pas particulièrement au sérieux les confrontations violentes de la guerre froide. Il adopte une position de neutralisme dans les affaires internationales, non par crainte, mais par habitude des contextes violents et pour mener sa lutte nationale de libération ou construire sa nation. Pour Fanon, que ce soit la violence physique ou psychologique, ce qu'impose le racisme, la violence reste la violence. Fanon ne met pas d'importance sur le type utilisé, mais sur l'utilisation elle-même. En revanche, il affirme que la violence doit être divisée en deux catégories. Celle employée par les colonisateurs et celle principalement utilisée par les colonisés. Chez les colonisateurs, la violence est l'outil principal pour établir le fondement de leurs empires coloniaux. Cette méthode sera employée afin de s'implanter dans les différentes régions de l'Afrique et des autres continents. À travers cette violence, suivie d'une implémentation systémique du racisme, les colonisateurs imposent leur domination et la perpétueront par une administration coloniale. Cette violence a donc pour objectif premier de contrôler. Du fait des colonisés, la violence devient l'outil qui leur permet d'entamer et d'achever leur libération. Contrairement aux colonisateurs, usant de la force dans un but principalement économique, dont d'enrichissement, le colonisé motive ses actions pour une libération totale de sa communauté et de sa culture. Et sur le racisme, Fanon dit ceci. Le racisme crève les yeux car, précisément, il entre dans un ensemble caractérisé, celui de l'exploitation éhontée d'un groupe d'hommes par un autre parvenu à un stade de développement technique supérieur. C'est pourquoi l'oppression militaire et économique précède la plupart du temps, rend possible, légitime le racisme. À noter que Fanon n'est pas avocat de la violence, mais bien théoricien de celle-ci.
Alors, merci à Annie-Lisette Ambassa pour le classique littéraire de ce soir. On va rejoindre tout de suite l'invité du jour qui nous parle de son texte « Notre français, ses erreurs si répandues au quotidien ». Alors, on vous a vu écouter Franck Fanon avec beaucoup d'attention. Oui. Vous avez des textes qui vous ont forcément marqué, aussi bien dans votre lecture pour le simple plaisir qu'au niveau de l'enseignement. C'est comme c'était vraiment, comme c'est mon meilleur passe-temps, je ne sais. Bon, vraiment, le premier texte qui va dans le sang de Frantz Fanon, qui m'a vraiment frappé, c'était Memba sur le Cameroun de Mongo Betty. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Allez, c'était encore interdit, mais j'avais la chance qu'à l'époque, j'étais étudiante en Angleterre et j'ai pu le commander de la France. Oui. Et quand je l'ai lu, oh mon Dieu, ça m'a ouvert les yeux, j'ai compris ce que c'est que la colonisation, le néocolonialisme, etc. Oui. Ce texte m'a marqué. Ce qui est curieux, c'est que jusqu'aujourd'hui, on a bien l'impression que Les Damnés de la Terre, c'est un texte qui est d'actualité. Oui, c'est pas une impression, c'est une réalité. Oui. Puisque les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. À partir du moment où on dit que la France-Afrique est là, les pratiques ça n'a pas changé. Le néocolonialisme, la question de la bourgeoisie. Le paradigme reste le même. Ça n'a pas changé. Tant qu'on ne change pas de paradigme, ça sera la même chose. Ça reste d'actualité. Donc là, on peut dire que ici, c'est un texte qui est atemporel. Ah oui, absolument. Il y a eu ce texte-là, il y a eu forcément d'autres que vous avez enseignés, qui vous ont point littéraire, également. Point linguistique, je suis là pour la langue. Vous voulez déjà m'entraîner à la littérature. Effectivement, on va reparler de la langue française. Tout à l'heure, en off, on se disait que c'est une opération mathématique. Oui. La phrase est une opération mathématique. Et donc, à l'intérieur, lorsqu'on fait la structuration de la phrase, il faut faire attention. Oui, comme je dis, c'est comme une formule en mathématiques. Oui. Donc, chaque chose est à sa place. Quand vous dites phrase égale SN plus SV plus SP, oui. Ça veut dire que si vous enlevez une partie, là, la formule n'est plus juste. Tout à fait. Et lorsqu'on est sensible à cet aspect mathématique de la langue, on ne peut que voir très régulièrement les acquis qui sont mal placés. Ici et là. Oui, parce que le syntagme doit être complet. Quand le syntagme est boiteux, on s'en rend compte très vite. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait, chaque fois qu'on veut construire des textes, penser immédiatement à cette disposition-là? Un verbe qui va avec une proposition, un autre qui ne devrait pas l'être, ainsi de suite. Mais je crois qu'on nous enseigne ça dès la 6e, quand on dit verbe transitif. Verbe transitif direct. Verbe transitif indirect. Ça veut dire que je dois savoir que ce verbe que j'utilise est transitif direct. Ça veut dire qu'il admet un complément d'objet direct. Parce que cette formule a beaucoup d'incidences lorsqu'on arrive aux prépositions. Est-ce que j'utilise le ou j'utilise lui? Est-ce que j'utilise la ou j'utilise leur? Est-ce que j'utilise que ou donc? Par exemple, quand on écoute la radio et la télé tous les jours, tout le monde dit « Oh oui, l'opération dont vous faites allusion. Effectivement. Beaucoup de gens disent ça, dont vous faites allusion. Ça veut dire que la personne ne connaît pas la structure du groupe verbal, faire allusion à. Si la personne sait qu'on dit on fait allusion à quelque chose, elle saura que le pronom relatif qu'on utilisera en utilisant ce groupe verbal, c'est à laquelle, auquel, etc. Oui. Il faut faire très attention. Oui, donc il faut maîtriser la structure du verbe. Oui. Pour éviter beaucoup de... Il y a un autre aspect que votre livre relève, la question de la concordance des temps. À quel moment on devrait utiliser après le présent notre temps et comment? Alors là, ça devient un peu complexe. C'est-à-dire qu'avec l'exemple que vous citez, par exemple, c'est s'il fallait ou s'il faut. S'il faille. Oui. Et beaucoup utilisent cette fameuse phrase que vous avez pris en exemple. S'il faille comparer les performances des Lions indomptables à celles des Green Eagles, je dirais que celles des Green Eagles étaient meilleures. Alors, on a beaucoup de problèmes dans cette phrase-là. C'est ça qui est en vogue. Quand quelqu'un veut montrer que vraiment il sait bien parler français, qu'il a la maîtrise S'il faille.
Bon, moi, ça m'a choqué un peu. Parce que je sais que faille, c'est le subjonctif du verbe falloir. Tout à fait. Et dès le lycée, on m'a appris que le subjonctif, généralement, vient après la conjonction que. Oui. Non, la conjonction, si est suivie d'un verbe, soit d'un verbe autant indicatif, présent de l'indicatif, imparfait de l'indicatif, plus que parfait de l'indicatif, et ça, la proposition principale a donc des temps qui correspondent au temps de la proposition subordonnée. Bon, quand quelqu'un dit s'il faille, on dit s'il faut. Puisque c'est si, plus un temps de l'indicatif, pas le conditionnel. Vous pouvez utiliser faille, se dire, je ne pense pas qu'il faille faire cela. Là, ça se comprend. Parce qu'on peut dire, je ne pense pas qu'il soit arrivé là à l'heure. Oui. Donc, pour ce cas présent, c'est encore une nouvelle opération mathématique qu'il faut opérer. Pour savoir quel temps correspond lorsque vous avez utilisé le temps de l'indicatif. Indicatif, futur, imparfait, conditionnel, présent, plus que parfait, conditionnel, présent, prépositionnel, première forme. Non, c'est équilibré comme ça. Là, c'est même, on peut dire que c'est un peu calé, c'est classique. C'est classique. Et là, on a la chance de faire moins de fautes si effectivement on respecte les canons. Alors là, lorsqu'on regarde ce nombre impressionnant d'erreurs, de fautes, est-ce que cela veut dire, et tout à l'heure vous en parliez, il faut davantage travailler sur la langue française? Il faut enseigner la langue française jusqu'en terminale au moins. Ce serait l'idéal parce que s'arrêter en troisième, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce qu'il y a beaucoup de matières ou beaucoup comment dire ça, des chapitres dans certaines matières qui ne sont parfois pas aussi importants que de bien parler. Vous connaissez la valeur de la langue. L'expérience qu'on a dans les entreprises, les jeunes qui cherchent le travail. Un jeune dit, j'ai une licence, j'ai un master. Lorsqu'il vient faire l'entretien, on lui dit, bon, rédige telle chose. Mais on se rend compte que le master est là, mais la production linguistique est catastrophique. Vous pensez qu'un DG qui va vous envoyer le représenter à une réunion et vous devrez faire un compte rendu, peut vous recruter avec ça? Non. C'est difficile. Il peut pas. Mais c'est pas le diplôme qui compte. C'est ce qu'on est capable de faire qui compte. Et vraiment, les entretiens d'embauche aujourd'hui, les gens sont très regardants, ils sont très méticuleux. Et parfois, c'est des petites choses comme ça qui font la différence. Tout à fait. Voilà. Savoir s'exprimer en français, respecter un certain nombre de règles de la langue. Si on ne le fait pas, c'est difficile. Alors, il faut toucher des livres régulièrement. La lecture aide. Il faut lire, il faut qu'on continue à lire. Alors, comme la lecture aide, est-ce qu'il y a des livres appropriés pour améliorer sa langue? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez relevé, même dans la presse, même dans la presse, on trouve quelques écarts de langage. Alors, comment faire pour choisir un bon livre? On ne peut pas comparer la presse et les livres, c'est différent. Parce que quand vous écrivez là, qui a relu? Mais quand on sort un livre, il y a des éditeurs, il y a des relecteurs. Moi, j'ai fait des relectures de livres. Là, on ne sort pas un livre sans qu'il y ait qu'une ou deux ou trois personnes aient relu. Bon, maintenant, ça dépend de la maison d'édition. C'est-à-dire qu'il y a des maisons d'édition où... je ne connais pas toutes les maisons, mais je sais quand même que quand on prescrit, un livre est inscrit au programme. Dans un programme, les enseignants, les inspecteurs pédagogiques ont pris la peine de s'assurer qu'il est de bonne qualité. Mais toujours est-il que vraiment, pour améliorer son niveau de langue, il faut lire énormément. Malheureusement, on est tellement distrait avec les téléphones Android et toutes ces choses-là que, bon, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, on passe plus de temps devant l'écran. Ça n'enrichit pas tout ce que ça a comme mauvais effets secondaires, mais on est accro. Oui, ça touche les yeux, ça crée... Même au niveau du cerveau, même au niveau d'autres organes, c'est pas seulement les yeux. Bon. Il faut aller chercher les livres de langue, même du coup moyen 2. Oui, pourquoi pas. Régulièrement revisiter. Il y a quelque chose à apprendre quelque part. Il faut revisiter ces leçons-là, c'est très important. Absolument. Alors, les projets à venir de l'auteur. D'abord, en ce qui concerne ce texte, comment est-ce qu'on fait pour le rendre disponible partout, au-delà de Yaoundé? Parce que il y a certainement à Boumniébel, ce n'est pas à Yaoundé, il y en a qui ont les mêmes problèmes de langue dans des périphéries. Comment est-ce qu'on fait pour que le livre arrive dans ces lieux reculés?
Oui, nous pouvons nous asseoir ici et penser que les gens à Boumiébel en ont besoin, mais si vous le leur présentez, ils vont dire que non, ils préfèrent acheter leur bouteille de bière que de l'acheter. Non, nous n'avons pas d'outils qui nous permettent d'évaluer que... Il faut avoir la demande, oui, il faut analyser le besoin, il faut analyser la demande. Et quand la demande est exprimée, il y a toujours des solutions. Mais on ne peut pas faire de la fiction, imaginer que oui, il est pertinent, ça peut intéresser les gens de Boumiébel ou de Makakou, je ne sais pas où. C'est pas évident. C'est quand le besoin s'exprime. Pour l'instant, par exemple, à Yaoundé, le centre linguistique pilote, on peut l'avoir facilement là-bas. Le centre linguistique pilote. Oui, c'est en face du ministère des Finances. On peut l'avoir là-bas. Il y aura certainement d'autres points de vente puisqu'il n'est sorti que cette semaine. Donc maintenant, il faut voir comment on peut le rendre accessible géographiquement à ceux qui sont intéressés. C'est vrai qu'il y a des livres au programme, mais on pourrait également insérer ce type de documents dans les bibliothèques. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Centre linguistique, les langues, des langues, oui. Il n'y a pas beaucoup de bibliothèques dans des lycées et collèges. Il faut envisager peut-être, c'est peut-être un plaidoyer. Il faut aller. Oui, tout à fait. Ça, c'est une excellente idée. Une excellente idée qu'on va exploiter. Oui. Merci. Il faut absolument trouver un moyen de faire parvenir le livre au plus grand nombre. Vous avez dit qu'il y a... Surtout aux élèves, aux étudiants, c'est vraiment... Moi, je voudrais que mes élèves, mes enfants parlent bien, qu'ils écrivent bien. Oui, il faut commencer à la base. Oui. Parce que là, au moins... au niveau de la base, le primaire, c'est d'abord les enseignants. C'est les enseignants du primaire, parce que c'est à ce niveau-là qu'on commence à mettre, entre guillemets, le désordre. Est-ce que c'est peine perdue à l'ENIEJ? Est-ce qu'on est sûr que la formation, est-ce qu'il faut revoir? Non, c'est pas seulement à l'ENIEJ, la formation. De manière générale. N'allons pas danser. Non, là. D'accord. C'est pas seulement à l'ENIEJ, la formation. Il faut revoir, il faut retoucher un mot sur les questions de langue, c'est important. Oui, c'est important. Alors, le livre, si est désormais dehors, ça fait une semaine. Ça veut dire que le prochain arrive dans un an, dans 2? Ça dépendra du comportement de celui-ci sur le marché. S'il passe bien, l'autre est prêt, il est prêt, le volume 2 est prêt. Mais on ne peut pas le lancer sans voir comment celui-ci se comporte. Oui, on voit véritablement, c'est de l'autoproduction ou alors c'est l'autoproduction? Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu une volonté d'aller vers des éditeurs, peut-être dans... Bon, les collègues qui ont déjà publié ne m'ont pas encouragé parce qu'apparemment avec les auditeurs, c'est pas facile. Il y a toujours des... C'est un marché de dupes. Vous l'avez dit, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc aujourd'hui, oui. Et puis c'est avec ça le coût de revient aussi et tout ça parce qu'il faut tenir compte de tous les intrants. Bon là, on a essayé de faire qualité, le rapport qualité-prix pour que ce soit accessible, que ce soit agréable, que ce soit digeste, que ce soit attrayant. Alors, puisqu'on va bientôt nous séparer, on veut savoir aujourd'hui l'auteur, comment est-ce qu'on arrive à avoir de l'inspiration pour écrire? D'abord, le projet de livre est arrivé depuis plusieurs années, mais comment est-ce qu'on trouve l'inspiration? À quel moment de la journée on est le plus posé pour pouvoir écrire? Non, généralement, c'est à 4h du matin. À 4h du matin. Depuis que je suis enseignante, c'est à cette heure-là que je me lève pour corriger mes copies, pour préparer mes leçons. Là, vraiment, tout est calme, le cerveau est bon et dispo. 4h du matin. Ouais. Et monsieur ne dérange pas, il vous soutient dans votre activité? Bon, je suis sûre que s'il existait, il me soutiendrait. Ah, d'accord. Il y a des projets qui arrivent. Est-ce que vous n'envisagez pas également d'essayer d'autres styles? Le roman, la poésie, le théâtre? Ou bien davantage seulement des textes? C'est quand même curieux que j'ai toujours aimé la lecture, mais je n'ai jamais aimé la littérature. C'est-à-dire que même au lycée, je n'aimais pas les cours de littérature. C'était les cours de langue. Juste les cours de langue et pas... De littérature, vraiment... Bon, c'est ce que je n'aimais pas en littérature, parce qu'il fallait une partie de la mémoire, se rappeler tel siècle, telle époque, tel écrivain, tout ça. Alors qu'avec la langue, comme je vous disais, c'est comme les maths, ça se voit là. C'est clair, on n'a pas besoin de mémoire. Mathématique. Et je n'ai pas une très bonne mémoire. Mais j'aime... C'est vraiment mon premier passe-temps. My first hobby is reading, reading and reading. D'accord. Alors... Pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, potentiels lecteurs de demain, pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir le livre Notre français, ses erreurs, si répandues au quotidien? Vous êtes face à... Oui, ça dépend de notre statut. Pour les élèves, pour les étudiants, c'est très important.
parce qu'on a des mémoires à écrire. Après ce statut, on va être demain politicien, on va être demain directeur, demain on va être manager, on va parler devant des gens, on va faire des rapports, on va faire des comptes rendus, pour préparer cet avenir-là. Parce que imaginez, vous êtes directeur, vous êtes DG, et puis vous sortez une autre des services avec des coquilles basiques. Oui. Quelque part, vous perdez des plumes, même si c'est pas normal, mais vous perdez des plumes. Les gens commencent à remettre en question votre niveau, comment vous en êtes arrivé là, etc., etc. Donc, c'est pour que tout le monde puisse se projeter vers le monde professionnel et surtout vers les rencontres internationales. Parce que lorsqu'on va représenter un pays à une conférence internationale et puis on se met à parler n'importe comment, ça n'honore pas le pays. Oui. Donc c'est surtout pour ça. Il y a Jolita, auteur camerounaise, elle disait souvent quand tu écoutes une personnalité à la télévision ou à la radio, quand il y a des coquilles, on se pose des questions, pourquoi lui il est directeur et pas moi? Voilà. Et cette impression-là pose souvent des soucis. On dit mais pourquoi lui et pas moi? Ouais. Parce qu'il y a des soucis de langue. Ouais. S'il fallait dire un dernier mot pour nous séparer, un dernier mot selon votre choix. Bon, un dernier mot, c'est que personne ne s'y méprenne. Je ne suis pas puriste de la langue. Oui. Je suis vraiment quelqu'un de... Je peux dire comment dire ça? Je ne suis pas là pour être le gendarme et dire non, on ne dit pas ça, on dit, tu as mal parlé, non. Mais je suis là pour aider ceux qui souhaiteraient mieux parler. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se contente de l'à peu près. Il y a des gens qui aimeraient bien faire, mais ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller, vers qui aller. C'est ça, pour répondre aux besoins de ces personnes-là. Oui. Il y a un besoin, il y a un vide. C'est pour répondre à ce besoin-là que ce livre est sorti. Oui. Et comme vous le voyez, les cibles, c'est vraiment à large spectre. Oui. Les enseignants, les élèves, les étudiants, les pasteurs, les orateurs publics, tous ceux qui font les campagnes électorales, tous ceux qui font les bienvenus, monsieur le maire, madame, je ne sais pas quoi. Vraiment, les parents, même si un parent ne peut pas lire, s'il achète ça pour ses enfants, vraiment les enfants seront très reconnaissants. Oui. C'est le livre de monsieur tout le monde. Étudiants, élèves, je vous dis parents, que ces erreurs, même les professeurs d'université les commettent à la télé. Moi, je les suis. Ça veut dire que moi-même, je fais ces erreurs-là. Parce qu'on les a acquises depuis la base. Et il faut prendre conscience et progressivement qu'on les corrige. Donc, il faut qu'on ait cette attitude d'humilité et de continuer d'apprendre et surtout de lire beaucoup. Lire. Alors, Jocelyne Léontine. Joséphine. Léontine Massila, merci d'abord pour la lecture. Et merci certainement pour les enseignements. Je le dis au nom des auditeurs et à mon nom propre. Et merci d'être passé à la radio, nous édifier de votre savoir, de vos connaissances. Jacques, c'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous me donnez. L'enseignant est celui-là à qui la société a tout donné et qui doit tout remettre à la société. Merci. Et c'est mon rôle. Je suis prête à donner tout ce que la société m'a donné. Le point littéraire, équipe de production, contribution, Annie-Lisette Ambassa. Mise en onde, Salmon et Sana. Régie vidéo, Alain Kwekam. Régie d'antenne, Carole Prudence-Tiencheux. Coordination centrale, Bertrand Wona. Supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Présentation, Jean-Jacques Foucault. Messieurs et dames, à jeudi.